des 12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Dimanche 9 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Pyramide FM. Bienvenue au D12 ou le rendez-vous politique de dimanche à Lomé. Nous sommes à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, 70 ans depuis 1948, et l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration présente des valeurs universelles et un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations. Les nations du monde, 193 au total, sont malheureusement traversées par divers courants et de nombreux stigmates. Les plus puissants, les plus pauvres, les plus malheureux, les plus démocratiques ou encore les plus réfractaires aux libertés et à la justice. Dans quelle catégorie peut-on classer le Togo? Engagé depuis quelques mois en processus électoral, engagé depuis quelques jours en campagne pour des élections législatives, le Togo suscite bien d'interrogations. Comment comprendre la tension qui s'est invitée dans une période de campagne au Togo? En vérité, c'est la première fois depuis l'ère de démocratisation que des élections législatives entraînent autant de crispations dans le pays. 1, 2, 3 morts ou peut-être plus selon diverses sources. Le pays est en passe d'allonger le macabre registre dédié aux morts en marge des tensions politiques. Le Togo serait-il condamné à enterrer périodiquement certains de ses fils? On parle à nouveau d'un enfant de 11 ans. Comme d'autres avant lui, Sinaleng et Sinandare, dans le Tone est plus proche de nous, le jeune Jojo. Mais comment rompre en fait avec la violence électorale au Togo? La solution serait-elle aux mains des partis qui prennent part au processus électoral? L'Union des forces de changement est en pleine campagne. Le parti envisage de remporter la majorité des sièges en jeu. Cette ambition n'est-elle pas démesurée au vu de l'histoire politique du Togo? Le DETIA continue-t-il d'intéresser autant les populations? Cette semaine, le parti continue de perdre de la force. Certains de ses cadres ont décidé de quitter le puissant arbre de la famille des Palmacé. Et pourtant, il est reconnu pour ses vertus, justement pour les populations. Les fameuses vertus sont devant ou derrière elles. La crise au Togo, c'est des dissensions entre le pouvoir et la coalition des 14 de l'opposition. La C14 est ouvertement contre la date du 20 décembre prévue pour les élections. Notre invité du jour est Isaac Tchekpe, conseiller de Gilles Christ, Olympio de l'Union des forces de changement. Le numéro pour nous joindre au cours de cette émission, 70 43 09 70. La technique est assurée par Venceslas Boga Koudoyo. Isaac, en fait, certains disent Tchekpe, moi je dis Tchekpe. En fait, quelle est la réelle prononciation de votre nom? Tchekpe. Tchekpe. Oui. Bienvenue à Pyramide FM. Merci, cher Pierrot, et merci de me recevoir dans cette émission que j'aime à écouter les dimanches. Votre nom, puisque certains le prononcent de plus en plus, votre image, votre photo font le tout des réseaux sociaux, puisque aussi vous, personnellement, vous faites l'actualité et vous avez dit sur une radio que vous finirez par entrer dans un monastère et beaucoup épilogue autour de ça. Est-ce que finalement vous irez? Écoutez, ça pourra être le couronnement d'une existence, d'une vie de labeur, d'une existence à contribuer à la réalisation d'un engagement, celui d'une alternance pacifique, celui de contribuer à bâtir une nation fraternelle. Ce ne sont pas des vains mots. J'aspire à une vie de tranquillité, d'études, une vie de méditation, mais vous savez, la vie d'études ou la vie d'usage, elle vient après la vie de labeur. Et je tiendrai mes engagements, je prendrai le temps d'aller reméditer, de contempler et de lire. Quand on vous écoute, on a l'impression comme si vous avez été surpris en réalité par la violence et un certain nombre de réalités au niveau de l'échiquier politique national. Est-ce que vous êtes trompé un peu? Nullement. Vous savez, l'un de mes maîtres en philosophie, discipline que j'enseigne par ailleurs, m'a appris à ne point m'étonner du monde. Et Spinoza est un homme qui s'étonne point du monde. Et je pense que cela fait partie du lot. Le ressentiment, la fureur, la colère, la haine appartiennent à la nature de l'homme comme le chaud et le froid appartiennent à la nature de l'air. Et il suffit pour nous, ou politiques, traduisant ces connaissances
dans notre engagement politique, de comprendre que les aspirations, les attentes, les demandes des populations doivent être transformées en dynamique politique féconde par les acteurs. Et ça, c'est ce que nous faisons. Nous essayons, à la lumière de ce que vous avez planté tout à l'heure, ce bruit et cette fureur dont Shakespeare avait déjà prophétisé, qui ne disent rien, nous essayons, à la lumière de ce bruit et de cette fureur, de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble, de faire en sorte que les choses changent dans ce pays, mais sans violence. Nous en parlerons abondamment au cours de cette émission. Et aujourd'hui en politique, et grâce notamment aussi aux nouveaux médias, et beaucoup d'acteurs politiques se font rattraper par leur prise de position. La question, c'est quelle peut être la limite de la certitude en politique dans un contexte comme celui du Togo? Parce que quand je pose la question, à un moment donné, vous affirmiez un certain nombre de choses dont vous étiez sûr. Eh bien, écoutez, alors je reprends les prémices de départ. Pour nous, je disais que nous ne pouvions pas quitter la CENI, c'est parce que les éléments de départ de mon analyse étaient cohérents avec la conclusion que je tirais. À savoir, 1, que nous sommes un parti de l'opposition parce que la loi togolaise le prévoit, dispose tel quel. Nous sommes un parti d'opposition parce que nous avons un projet politique différent de celui d'unir. Nous sommes un parti d'opposition, enfin conceptuellement, parce que les oppositions s'entendent de manière plurielle. Nous portons un projet qui est un projet alternatif, qui est celui d'un changement dans le pays, mais d'une manière qui est conforme à une certaine sagesse. On ne peut pas nous opposer cette volonté de faire de la politique en voulant faire des compromis et vouloir par un raccourci établir une démarche politique à de la flétrissure. Vous savez, cher ami, il y a une manière de faire de la politique au Togo depuis les années 50 où on considérait que les opinions politiques sont plutôt, on identifie les opinions politiques à des valeurs, à la vérité. Or, les opinions politiques comportent, il y a des projets et il faut s'en tenir plutôt à ces projets que de considérer que l'opinion politique est un mal. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Et ça génère en général de l'intolérance. On n'est plus attentif au récit que portent les autres. Et cette manière de faire de la politique que nous voulons changer. Changer une culture politique. Est-ce que cette manière, est-ce qu'elle est unique au Togo? Parce qu'il y a une culture politique, une véritable culture et une vraie classe politique à créer dans notre pays. C'est simplement, je le dirais peut-être avec beaucoup de prétention, nous n'avons pas de classe politique dans le pays. Non, pas de classe politique, en fait. Est-ce que c'est pas trop fort ce que vous venez de dire? Je suis persuadé, parce qu'une classe politique fonde son engagement sur une certaine mémoire, donne de la profondeur à son action, délivre un projet, génère un projet politique qui génère un récit, et nous manquons de ça, qui sont capables de propositions, qui sont capables dans des situations crispées, dans des situations tendues comme celle du Togo, d'être en capacité d'aller vers les autres et usant de la force ou de ce que j'appellerais le charisme de conviction, de les amener à changer. Nous avons plutôt des gens qui se contentent d'invectives, de coups de menton à distance et pour vouloir le changement. Nous faisons le pari de la difficulté qui est celui d'aller vers ceux qui ne sont pas comme nous pour les convertir à nos valeurs. Et ça, c'est utiliser la force des arguments et non la force de l'insulte et de l'invective. Si vous dites que le Togo n'a pas de classe politique, je ne sais pas, vous personnellement, je ne sais pas si vous appartenez à la classe des journalistes ou des sportifs, puisque je vous ai invité parce que vous êtes un acteur politique. Je suis d'abord avant tout universitaire et c'est cela qui fonde, je préfère me mettre dans cette position-là, c'est ce qui fonde ma réflexion d'abord. Et ensuite, je suis peut-être acteur politique parce que j'ai de la conviction, parce que je nourris une ambition pour mon pays, c'est celle de solder un passé douloureux, c'est celle de faire en sorte que les identités politiques qui étaient figées depuis les années 50 changent, c'est de faire en sorte que les gens puissent se retrouver sans qu'on les taxe, qu'on les insulte, c'est de faire en sorte que demain je puisse aller discuter aussi bien avec quelqu'un de l'ANC sans que ce soit pris comme sans que ce soit considéré comme une tâche de l'opprobre ou de la flétrissure. C'est de faire en sorte que demain je puisse aller discuter avec le chef d'État, avec des gens au parti au pouvoir, en leur rappelant certaines exigences, celle de gouverner pour le bien de tous. Et ça, on ne peut pas le faire en étant en distance, en insultant. Ce que vous venez de dire, en fait, si on le prend comme un arbre, est-ce qu'il n'a pas été planté quelque part par l'Union des forces de changement aussi? Et je l'admets, nous avons fabriqué beaucoup de mauvais génies dans la politique togolaise
Et quand on fabrique ceux qui ont fabriqué de mauvais génies, c'est à eux de fabriquer les bons génies pour empêcher la capacité de nuisance des mauvais génies. Les émissions radio en période électorale, elles sont difficiles, je l'avoue, et je ne sais pas pourquoi, dans un pays comme le nôtre, concernant la politique en période électorale et en période spécifique liée à la date du 20 décembre, est-ce que c'est facile pour vous? Cher ami, les effets sont toujours dans les causes. C'est-à-dire, c'est pour ça que je reviens à ce que je dis, nous n'avons pas de gens qui ont des projets. Comme d'idées, ils n'en ont point. Tout ce qu'on propose, c'est l'insulte, l'invective. On tient l'opinion politique comme de la flétrissure. Et quand vous avez utilisé ce mot. Nous allons essayer de le comprendre. C'est quoi la flétrissure? En Milan, on dit ébi, insulter les gens, dire comme si c'est le mal de la saleté, oui. On ça vient d'où, en fait? J'origine cela dans une manière de faire de la politique depuis les années 50. C'est pour ça qu'il faut que modifier nos identités politiques qui sont trop figées. Donc, depuis les années 50, les années des luttes pour l'indépendance, l'adversaire politique n'était pas un adversaire, mais était comme un ennemi. On ne faisait plus attention au projet politique que portait cet adversaire. Donc, ça va être progrès sous Tata Bévi, progrès sous Améoutor, ou à un moment donné, on a dit herpétiste, maintenant on va dire UF6, on va dire aujourd'hui uriniste. Non, faisons attention plutôt, portons plutôt un coup d'œil sur le projet que porte cette personne. Les gens ont des projets différents. Opposons-leur nos projets. Ce qu'il faut arriver, ce à quoi il faudrait arriver aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on accepte de vivre. La démocratie, c'est le combat sans fin des idées, mais de manière civile et courtoise. Quand nous aurons des gens qui comprendront qu'il faut s'asseoir pour discuter et que ce n'est pas perdre sa personnalité, son individualité, en ce moment, nous pourrons parler de gens qui sont des politiques et qui font partie d'une classe politique. Mais tant que nous aurons des gens qui sont à distance, qui se contentent de rodomontades, de coups de menton, comme vous avez vu la fois dernière, on nous a promis le déluge, l'ouragan et tout ça, ce n'est pas de classe politique. Voulez-vous parler de classe politique quand vous entendez ce type de discours? Est-ce que tout ce que vous décrivez là, est-ce que ça ne fait pas partie de l'apprentissage démocratique? Si ça s'accompagne d'un peu d'humilité et de volonté de mieux faire, oui. Mais quand ça s'accompagne de certitude et on pense que l'action de l'autre, le comportement de l'autre est le mal en soi, là, c'est répréhensible et c'est même diabolique. Et à cela, il faut opposer, excusez que je finis, à cela, il faut opposer de la stricte fermeté des opinions. Bien, ce que vous décrivez là, vous l'avez découvert quand? Mais je vous dis, je suis universitaire, je donne de la profondeur historique à mes engagements, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont le corps, la société, des corps politiques se sont constitués depuis les années 50, comment ils ont évolué avec les oppositions CUT, Progrès, comment le Rassemblement du peuple togolais est né, Rassemblement du peuple togolais dont on oublie qu'à sa création, il portait un projet, celui du Creuset national, et ce qu'on oublie aussi, c'est que la notion de Creuset national, elle s'origine à des débats qui avaient lieu dans les années d'indépendance au sein même de la FEANF. La cession à l'indépendance, doit-il s'accompagner, l'édification d'une nation, doit-il s'accompagner ou se faire à travers un parti unique ou la démocratie? Bon, tenant compte des disparités des problèmes politiques qu'il y avait à la période de l'indépendance, le Rassemblement du peuple togolais a voulu se faire un creuset. On peut s'opposer à cette certitude au Rassemblement du peuple. Et je rappelle, en tant qu'universitaire, que ce sont des débats qui avaient lieu à la période d'avant l'indépendance. Évidemment, on critique aujourd'hui la dérive du pouvoir personnel sous le RPT. Bon, mais aujourd'hui, faire le mouvement pour aller vers l'autre, pour le convaincre en quoi c'est le mal. Et c'est de ça que nous vivons, d'invectives, d'insultes quotidiennes, de promesses de déluge. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin aujourd'hui. Je ne découvre pas cela, mais je rappelle à nos concitoyens, je rappelle aux éditeurs notre histoire pour faire en sorte de solder ce passé douloureux. Je vais finir très rapidement, cher ami, en vous contant sur cette histoire. En 2011, au lendemain de la signature de l'accord RPT-UFC, je me suis rendu chez l'archevêque de Lomé, Monseigneur Diakba, pour lui demander d'agir en sorte que les cœurs soient disposés à des compromis, à se parler.
Monseigneur Diakwa m'a fait cet aveu et il m'a dit, je vous ai conté cette histoire et j'aime la conter parce que ça révèle un peu l'état du pays aujourd'hui. Il m'a donné cette réponse. Ce qui veut dire qu'il faisait le constat de l'impossibilité radicale de recoudre le tissu national togolais. Et chose étonnante, après coup, pour un homme d'église, un pasteur, un berger. Or, nous disons, nous voulons faire mentir cette sentence de Monseigneur Diakwa qui est de dire d'aller vers ceux qui sont différents parce qu'il s'agit d'affaires humaines, d'aller avec la foi et l'espérance, avec la force de nos convictions, parce que nous tenons cela pour juste, pour parler à ceux qui ne sont pas comme nous, qui sont dissemblables de nous dans leurs opinions. Ce qu'on peut déduire de ce que vous venez de dire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de nation togolaise. Elle est à construire. Elle est à construire. C'est-à-dire que nous avons eu une histoire heurtée, une histoire bousculée, et c'est justement, il faut une faculté de résilience. La faculté de résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs. Et nous avons eu un régime qui a, le régime du président Yadema, je ne fais pas insulte à sa mémoire, qui a provoqué beaucoup de traumatismes. Et il faut aujourd'hui faire en sorte que nous puissions surmonter cela et nous accepter. Nous n'avons pas d'autre solution parce que nous sommes appelés de toute nécessité. J'insiste bien sur le mot de toute nécessité à vivre sur ce pays. Est-ce que si on enlève le chef de l'État du pouvoir, on va le jeter dans un bateau ou pas, le chasser du pays? Non. Eh bien, soyons créatifs, trouvons des solutions pour le faire, pour peut-être les amener, ceux qui sont au pouvoir, à comprendre que l'alternance peut faire partie aussi d'un jeu normal, de la respiration, je fais partie que c'est un besoin. Vous savez, les populations des gens, c'est naturel. Les gens mangent la même sauce tout le temps, ils ont envie de manger une autre sauce. Ce qui est un mouvement naturel. Mais c'est aussi un mouvement naturel que des gens en situation veuillent persévérer dans cet état. Créons les conditions parce qu'il s'agit d'affaires humaines et d'affaires politiques. Et dans la tradition qui est celle des anciens, on dit, mais quand on veut prendre quelque chose à quelqu'un, on a d'agbéné, je veux le dire, on lui fait du bien en parole et en acte. Quand vous parlez des anciens, en réalité, ça une question qui me vient à l'esprit. Dans beaucoup de pays qui nous entourent, il y a justement la classe des anciens. Quand vous allez au Burkina, par exemple, il y a le Boronamba, qui est une personnalité très respectée. Quand vous allez au Ghana également, il y a les rois qui sont très respectés. Dans nos pays, on a l'impression qu'il n'y a pas cette classe d'anciens. Les sages, ils sont où? Cher ami, certains proverbes disent de nous que quand il y a des anciens dans une maison, que la case ne peut pas brûler. Et je fais aussi ce constat. Il manque d'hommes courageux dans ce pays. Il manque d'hommes de courage pour prendre sur eux, pour aller parler à tout le monde avec patience, persévérance, pour convaincre les gens de ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est une alternance, mais dans la paix et dans la fraternité. Ce n'est pas une alternance qui soit comprise comme une revanche. C'est plutôt quand on a de la conviction, quand on a du charisme de conviction, qu'on va vers celui qui est différent pour nous. Je ne vous donne pour exemple que ce que le Christ nous enseigne. Vous avez beaucoup de passages dans Matthieu, dans Marc, où la parole du Christ, il nous demande d'aller vers celui qui nous a offensés pour le convaincre. Or, nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus d'autorité morale. Et je le dis avec assurance et force, nous n'avons plus d'autorité morale. Si c'est être une autorité morale, que de se contenter de déclarations, de communiquer, non. L'autorité morale suppose de faire une démarche, un mouvement vers l'autre. Pas simplement un mouvement formel, mais il faut rencontrer, il faut le toucher, il faut parler directement à son frère. Nous vivons donc un contexte électoral assez particulier parce que les élections législatives au Togo, ce n'est pas la première fois qu'elles sont organisées. Je rappelle que le Togo en avait eu pour les premières fois sous l'ère démocratique en 1994. Les dernières ont eu lieu en 2013, si ma mémoire est bonne. Il y en avait eu en 2007 également. C'était des campagnes festives. Et visiblement, on constate qu'il y a des pics de tension qui sont en train d'être frôlés depuis hier samedi. Est-ce que vous comprenez ce qui nous arrive? Je voudrais d'abord déplorer la perte de vies humaines, adresser les condoléances au nom de l'Union des forces de changement à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. C'est regrettable, mais comme je suis un homme cohérent, on nous l'avait promis et la chose est en train de se réaliser. Qui vous l'avait promis? Écoutez, vous avez reçu maintes invités ici qui nous ont promis que par tout moyen, ils empêcheraient que le processus électoral se déroule.
vous les connaissez mieux que moi. Et donc, certains, après la logique de l'absurde, en disant qu'ils ne veulent pas aller, on ne peut pas les entraîner à aller boire de l'eau à la rivière, ont choisi aujourd'hui la logique, une stratégie du pire. Eh bien, bon, si c'est brûler le pays pour faire entendre, pour faire que leurs choix politiques prévalent, on verra bien. Vous faites allusion sans doute à la C14, puisque quand vous évoquez le cheval qu'on ne pouvait pas empêcher à aller boire, je crois que c'est une citation venant de Jean-Pierre Fabre. Quelles sont vos relations, justement? Quand on évoque l'UFC, on pense automatiquement à l'ANC. Écoutez, vous savez, l'attitude de ce parti et de la personne dont vous parlez est symptomatique de ce qui se passe. Vous étiez amis il n'y a pas très longtemps. Oui, mais parfois, vous savez, comme le dit ce proverbe, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Hein? Bon, vous savez, c'est symptomatique de cette manière de faire de la politique. Et comment des gens qui étaient des frères en arrivent peut-être à se... Et la détestation n'est pas de notre côté, parce que nous pensons avoir une autorité morale, et que nous sommes les aînés. Monsieur Olympio, je vous le dis, la barbe ne peut pas raconter une histoire au sourcil. Hein, d'abord. Nous sommes les aînés. Et c'est aux petits, c'est aux plus jeunes, au moins de Babobo et le Kouévidé. Non, mais en fait, est-ce que le sage ne peut pas se tromper aussi? Parce qu'il n'y a pas de certitude aussi à d'y connaître. Oui, mais même là, on n'étale pas les errements du Père, on ne l'étale pas sur la place publique. Nous allons revenir à cette tension. Oui, allez-y. Je vais rapidement finir ce que vous me dites. C'est que, vous voyez, par exemple, on veut construire une démocratie inclusive et il y a certains qui font profession d'exclure, hein, notamment sur le dialogue. Voilà une discussion sur ce dialogue qui a eu lieu avec la facilitation. Voilà une démarche qui vise à construire, qui veut connaître de questions d'intérêt national, notamment tout ce qui a trait aux réformes constitutionnelles et constitutionnelles, à la démocratie, à la consolidation de l'état de droit à la démocratie. Et des gens, un cartel veut nous exclure, veut exclure l'Union de forces de changement de ce processus-là. Et je dis bien un cartel qui n'a pas plus de représentativité que nous. Nous allons revenir à la parenthèse de la tension avec les événements qui ont eu lieu ce samedi. Nous allons nous intéresser un peu aussi à l'Union des forces de changement. Puisque vous êtes là, et pour ceux qui ont la possibilité de vous regarder, vous êtes là en tenue de combat, puisque vous êtes en chemise jaune, avec, comme on le dit chez les sportifs, apparemment rouge. Vous allez à un meeting? Non. C'est pour l'émission? Oui, vous savez, quand vous parlez de combat, ça me fait sourire, parce que pour moi, la vie est un immense labeur. C'est-à-dire, c'est un immense labeur, c'est un labeur perpétuel, c'est un champ de... mais j'ai failli dire de lutte, mais j'hésite à le dire, c'est un champ d'affirmation de ses principes, de la force de ses convictions. Et quand on tient cela pour juste, et donc c'est pour ça que je souris quand vous parlez de combat, non. Le combat politique, en faisant usage de ses convictions, de ses arguments, oui. Et là, pour moi, c'est un combat plutôt noble. Quel est le programme à l'UFC ce dimanche? Je ne sais pas si vous avez des réunions, une caravane. Non, pas de caravane, mais nous allons nous entretenir avec les candidats de la zone de Lomé. Nous sommes régulièrement en contact avec les candidats dans nos circonscriptions. Aujourd'hui, on a prévu une réunion à Lomé pour revoir un peu le plan d'occupation du terrain, notamment les affichages, le contact dans les quartiers. Donc, on a énormément de labeur. Vous savez, je dirais même que je dors à peine 2h30 de temps. Parce que tant la tâche à réaliser est immense. Hein. Est-ce que c'est faute de personnel? Non, pas du tout. J'ai un tempérament plutôt travailleur, extrêmement travailleur. Donc, pour moi, je préférerais qu'une journée dure 48 heures. Hein. Quand on évoque l'UFC, il n'y a pas très longtemps, l'UFC, c'est votre fief. Je ne sais pas si ce bastion-là, vous continuez pas à le garder. Quelle est la situation? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les populations de Lomé? La plupart de vos députés, avant une bonne partie, viennent de Lomé. Nous avons, vous savez, notre motivation, elle est de long terme. C'est de retrouver la place prépondérante que nous occupions sur l'échiquier politique togolais. Il est vrai que le mensonge, l'insulte, l'invective l'ont emporté. Les populistes, les vendeurs d'illusions, les marchands d'illusions ou les marchands d'intolérance font recette aujourd'hui. Bon, mais vous savez, ça ne dure qu'un temps. Hein.
les gens sont vite lassés. À un moment donné, on aime toujours entendre les faux prophètes, mais le temps des faux prophètes va passer. Et si nous savons garder le cap sur nos convictions, c'est de vouloir un changement dans la paix, dans la fraternité. Démarche qui, je le rappelle, est même conforme à la sagesse de chez nous. On n'obtient rien par la force, on n'obtient rien par la violence. Donc, nous gardons espoir de mieux faire de la pédagogie, de renforcer les capacités de notre parti, de mieux présenter le récit qui est généré par notre projet, le programme politique que nous avons, reprofessionnaliser le parti, le remoderniser et en faire une force véritable, la seule force alternative de gouvernement, parce que, je suis désolé de vous dire, nous n'avons pas beaucoup de forces politiques alternatives qui, demain, auxquelles vous donnez le pouvoir, pourront le gérer. Vous avez dit que vous êtes enseignant de philosophie, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais en fait, quand vous dites qu'on n'obtient rien par la force, est-ce que c'est pas totalement faux? Le combat politique de par le monde, beaucoup de choses ont été obtenues à travers des révolutions. Cher ami, les révolutions finissent toujours en réaction. Et c'est l'historien qui vous le dit, je suis historien de la philosophie, c'est l'historien qui vous le dit. Voyez un peu la révolution russe. Elle a fini en réaction. Staline, c'est une dictature. Hein. Voyez la révolution française, ça a fini par le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Hein. Les révolutions finissent toujours en réaction. Et donc, ce qu'il importe entre la voie celle du tumulte, pour ne pas aller cheminer avec patience, calme, vers le point d'équilibre. Parce que la nature elle-même a toujours horreur de la démesure. Après l'hubris, comme disent les Grecs, la démesure, il y a le temps de la némésis, où la providence, où la nature, Dieu remet les choses en ordre. Et vous savez, à part être enseignant, j'ai beaucoup été instruit par nos aînés ici. Et je ne connais pas d'anciens qui vous disent que vous pourriez obtenir quelque chose par la force. Ils vous enseignent plutôt la ruse. Même le chasseur qui rentre dans la forêt, il ne rentre pas en se tapant la poitrine. Il y va avec prudence. Hein. Et c'est pour ça que cette image du guerrier, pour moi, c'est celle du chasseur plutôt, c'est celle qui m'engage dans l'action. La prudence, la modération, mais de la ruse. Hein. Oui, en fait, c'est ce que vous faites depuis quelques années. Quand vous parlez de ruse, c'est de la réorientation stratégique. Mais depuis 2010, il y a eu cet accord entre vous, votre parti politique, et ceux qui incarnent encore le pouvoir aujourd'hui. En fait, à l'époque, c'était le RPT. Mais les populations ont l'impression, comme si, visiblement, vous avez été berné. Parler de ruse, c'est simplement évoquer c'est plutôt une sorte d'intelligence créatrice pour s'adapter à une situation. Hein. Ce n'est pas le côté malice de la ruse, non, c'est de s'adapter. Et vous savez, la force sans la ruse est inféconde. Quand vous avez deux forces égales, équitables, celle qui l'emporte, c'est celle qui est en ce moment où vous avez le supplément de créativité, d'intelligence. C'est ça, vous l'emportez sur l'autre. L'entreprise à laquelle nous sommes attelés en 2010, c'est une œuvre de longue haleine. Vous ne pouvez pas construire, c'est pour utiliser encore une métaphore, nous voulons déraciner un arbre, un arbre qui a des racines profondes. Ce n'est pas une œuvre que vous déracinez en un jour. Si vous voulez sarcler un champ qui demande une journée et vous le faites dès le matin avec force, en une minute vous le faites, vous vous fatiguez, vous n'y arriverez pas. Ce qu'il faudrait, c'est de se dire que nous voulons construire une nation fraternelle, une véritable nation, une nation avec un vrai corps, une vraie classe politique, un vrai corps politique. Parce que nous n'avons pas de corps politique. Combien de gens aujourd'hui peuvent vous décliner le projet, la vision qu'ils portent pour le Togo? À part de dire nous voulons le changement, que dit Fort doit partir, Fort doit partir. Ça ne fait pas un programme politique. Ce que nous voulons, mais comment vous réglez le problème des militaires, par exemple? Si vous considérez que c'est un problème, si vous considérez qu'il y a une pétorque, comment vous le réglez? Comment vous réglez le problème de notre administration? Comment vous réglez les impatiences des gens? Vous avez plus de 35% de la population qui est au chômage. Comment vous réglez ces choses? Vous avez au moins nos aînés, les gens de 60 ans plus, qui n'ont pas, qui sont dans le besoin, le dénuement. Comment vous réglez ce problème? Parlons de propositions concrètes. On a l'impression, comme vous le dites, que les autres n'ont pas de propositions. Quelles sont les propositions que vous avez? Les solutions que vous avez aux questions que vous venez d'énumérer. Par exemple, sur la question de l'armée. Quelles sont vos propositions? Écoutez, voir le statut de l'armée, discuter avec les militaires,
donner un statut peut-être à des anciens, aux généraux qui pourront aller à la retraite, discuter, établir un dialogue, peut-être réattribuer des fonds, voir il y a des discussions qu'il faut réentamer avec les militaires. Là, par exemple, et ça ne pourra pas se faire avec des investissements. Nous avons un projet en ce sens, qui sera pas revoir le statut des États généraux de l'armée et recueillir leurs propositions, réorienter peut-être vers un génie civil, les constructions des routes. Il y a tout un tas de propositions. Est-ce que ce n'est pas juste de la littérature, puisque nous avons déjà écouté ça aussi venant d'autres acteurs de l'opposition? Donnez-moi les acteurs de l'opposition desquels vous avez écouté. Nous, au moins, vous voyez, nous prenons un risque. C'est d'aller vers... Non, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines ici, sur ce plateau, j'ai eu le député Jean Kissi qui parlait d'une armée... Ouh là là, cher monsieur. Oui, mais attendez, Jean Kissi, en parlant de l'armée du Togo, a parlé d'une armée républicaine. Et curieusement, je l'ai écouté, carrément jeter des fleurs à cette armée-là. Alors, ce propos est toujours invalidé par un autre propos, qui est toujours un propos de contemption, d'attitude comminatoire. Vous-même, vous savez comment mon ami Jean excelle dans le propos flamboyant, l'emphase, la colère. Quand je l'entends, quand vous tenez ce propos, alors que ce qu'il faudrait plutôt, c'est de la modération dans nos propos. C'est ce qu'il faut changer. Les identités doivent changer par nos propos, nos attitudes, nos comportements. Puisque nous sommes en période de campagne, en fait, et que les auditeurs sont des potentiels électeurs, quelles sont les propositions que vous faites en ce moment-là pour ceux qui nous écoutent et qui seraient décidés éventuellement à choisir votre liste plutôt qu'une autre? Écoutez, c'est très bien, cher ami Pierrot. Si les gens votent, enfin, si nos compatriotes votent, c'est qu'ils ont l'assurance que nous agirons pour une alternance pacifique. S'ils votent pour nous, s'ils votent pour l'Union des forces de changement, c'est un engagement conforme à la sagesse de nos aînés. S'ils votent UFC, c'est aussi la certitude que nous tiendrons les engagements suivants. Soumettre au Parlement des propositions ou un projet de loi, si nous sommes majoritaires, limita à 2 tous les mandats électifs, c'est-à-dire les mandats présidentiels, législatifs et municipaux. Nous soumettrons une proposition de loi ou un projet de loi pour amnistier les crimes politiques, économiques et les crimes de sang pour la période 1958-2018. Nous soumettrons une proposition portant sur le statut et avantages des anciens présidents de la République, Premier ministre, président d'institutions, directeur de société d'État, ministre, député, officier supérieur de l'armée, etc. Nous allons mettre en place des projets pour favoriser la modernisation et la mécanisation du secteur agricole, en facilitant l'acquisition d'équipements agricoles. Nous allons relancer la recherche agronomique, prendre des mesures incitatives pour favoriser la microfinance en milieu rural, bien d'autres que je ne pourrais pas perdre de temps, mais un projet notamment sur le volet social qui me tient particulièrement à cœur, c'est de donner une allocation à toute personne de 60 ans, à partir de 60 ans qu'elle ait travaillé dans la fonction publique ou pas, une allocation de 50 000 francs, et cette part sera financée. Nous consacrons 100 milliards, si nous sommes majoritaires, sur la période 2019-2020, à financer tout un projet de solidarité. Donc 50 000 francs aux personnes âgées de 50 ans, de 60 ans et plus, qu'elles aient travaillé dans la fonction publique ou pas. 25 000 francs à toute personne qui a perdu son emploi, entre ces personnes, la tranche d'âge 25-60 ans. Nous aiderons, nous agirons pour que l'accès à la terre des femmes soit simplifié. Nous essayons de mettre en place des projets pour accroître la productivité agricole. Nous mettrons en place des dispositions pour que les jeunes retournent plus vers la terre. Donc ça passe par la mécanisation. Et nous avons beaucoup de projets. Et c'est à cela qu'il faut penser. Et il faut penser comment le financer aussi. Et donc vous voyez, il ne s'agit plus de faire de la politique politicienne, d'insultes, d'invectives, mais de réfléchir à comment faire pour réduire la misère et la pauvreté. Après vous avez écouté, on a l'impression que c'est des gens qui vont à une élection présidentielle. Puisque quand vous évoquez la période 2019-2020, vous savez très bien que le chef de l'État actuel, il est là jusqu'en 2020. Oui, mais j'oublie de préciser qu'il s'en met quand même d'une assemblée... Si vous devenez même majoritaire, ça veut dire que nous allons à une cohabitation. Non, oui, mais
pas une cohabitation heurtée, puisque notre engagement, c'est de faire en sorte d'établir des compromis. Notre démarche est une négociation coopérative. C'est un pari gagnant-gagnant. Il s'agit de convaincre ceux qui ne sont pas comme nous des tâches d'intérêt national, des mesures d'intérêt national. Qui serait contre dans ce pays qu'on vote ou que l'Assemblée nationale prenne des dispositions pour attribuer une allocation à toute personne de 60 ans et plus, qu'elle ait travaillé dans la fonction publique ou pas, en tenant compte bien sûr du fait que si cette personne a une retraite, bon, la différence, l'État couvrira ces différences. Qui est contre cette chose? Qui pourrait être contre? Qui est contre dans ce pays qu'il faut faciliter l'accès à la terre aux femmes? Personne n'est contre de protéger la veuve. Personne n'est contre de protéger les femmes contre la discrimination sur le travail. Et donc, il s'agit aujourd'hui de consacrer nos énergies, nos intelligences à des propositions pour réduire la misère et la pauvreté, et enfin à des propositions pour apprendre à vivre ensemble. Il y a une question qu'on peut légitimement se poser après vous avoir écouté aussi, c'est sur la question ou sur la volonté de devenir majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le dites sérieusement ou vous êtes en train de blaguer? Nous sommes en quête du pouvoir, cher ami. Nous sommes en quête de pouvoir. Nous aspirons à être majoritaires. Nous œuvrons pour cela. Écoutez, même si vous avez un rêve, il faut agir en sorte pour le faire, pour qu'il soit réalité, pour qu'il devienne réalité. Est-ce que ce rêve, vu l'état actuel de votre parti politique, est-ce que ce rêve n'est pas juste qu'un rêve? Écoutez, nous sommes dans une démarche de long terme, nous sommes en pleine phase de restructuration. Et c'est le temps qui nous donnera raison ou pas. Puisqu'au Togo, les arguments il est difficile d'entendre les arguments des autres. Donc, laissez le temps et vous verrez si notre parti deviendra la première force politique ou pas, ou si notre parti est appelé à mourir ou pas. Je sais une chose, que la symbolique de notre parti, je sais une chose, que les bases sur lesquelles notre parti a été fondé, cette symbolique, ces bases font que notre parti ne pourra pas mourir. Et au contraire, je sais que le fer ne perd jamais de sa force. Au contraire, le tambour, lui, il résonne un moment, mais après, le son diminue. Et nous sommes le fer. Et donc, même s'il y a peut-être de la poussière, nous sommes dans un coin de la maison et on n'entend pas, il suffit de sortir ce fer, de le nettoyer et de le frapper, et la voix, on entendra. L'UFC ne mourra pas, c'est ce que vous venez de dire, mais ma crainte, en suivant l'histoire récente de votre parti, en 2007, l'UFC avait eu, si ma mémoire est bonne, 27 députés, et puis en 2013, vous en avez eu 3. Aujourd'hui, vous avez juste 2 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un lendemain difficile pour votre parti, au risque de se retrouver peut-être avec 0 député? Pas du tout, cher ami. Vous voyez le Parti socialiste en France. On est parti d'une majorité de plus de 270 à peine 20-30 députés. Un échec électoral n'invalide pas le projet que nous portons. Au contraire, ça nous renforce, ça nous donne de la force plutôt pour redonner de la force, pour redonner de la vigueur à ce parti. Nous tenons compte de nos échecs, de ce revers, et nous savons pourquoi nous n'avons pas, de quelle manière nous avons failli, quelles sont les causes de nos échecs, et nous allons rebondir. Et c'est à cela que nous nous attelons. Nous nous attelons à reconstruire, redonner de la force à notre discours, au récit que nous portons. Nous nous attelons à former nos cadres, à faire de la pédagogie. Notre motivation, je vous le rappelle, c'est une motivation de long terme. Nous nous situons dans un horizon de 5 à 10 ans parce que nous voulons être une véritable force politique alternative dans ce pays, ce qui manque vraiment. Vos échecs électoraux s'accompagnent de plus en plus des difficultés à retenir vos cadres militants. Et cette semaine, on a appris le départ de 2 députés. C'est quelque chose qui a été confirmé. Je ne sais pas si peut-être que d'ici là, les choses vont changer. C'est une situation qui est confirmée. Mais voyez, par exemple, comparaison n'est pas raison.
Bon, Manuel Valls, après avoir été socialiste, Premier ministre de France, a quitté le Parti socialiste, on a démissionné. Bon, la vie, elle est faite comme ça. Vous avez cité tout à l'heure nos anciens amis, ceux que nous croyons pour être nos amis, ils nous ont quittés, il y a eu une scission, ils sont partis. La vie est faite parfois de méprise. La méprise est parfois au cœur de la vie des hommes. Il ne faut pas faire de ces méprises, il faut faire en sorte que cette méprise ne se transforme pas en mépris. Bon, si des gens ne partagent pas des orientations politiques ou si des gens, pour peut-être des raisons personnelles, se séparent, ce n'est pas la fin du monde. Comme on dit chez nous, donc des gens choisissent un chemin, ils y vont, bon, et puis on chemine avec d'autres. Simplement, l'avenir d'un parti, c'est quand même la clarté, la cohérence et la cohésion au sein de ce parti. Quand ces trois conditions sont réunies, c'est bon. La clarté, notre ligne politique, nous voulons une alternance pacifique. Nous sommes dans une démarche de négociation coopérative que nous pensons que c'est la seule manière d'obtenir l'alternance dans ce pays sans heurts ni violence. Et cette manière de faire suppose que nous modifions nos comportements et que nous établissions un climat de confiance et de respect avec ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas de perdre, ce n'est pas de devenir des supplétifs, mais c'est d'établir un véritable relation de confiance et de respect. Ah, vous écoutez, vous semblez minimiser ce qui vous arrive, mais en fait, c'est deux députés et un est même le secrétaire général du parti, Pierre Dimongou, l'autre c'est Kolani Douti. Visiblement, c'est un coup dur, en fait, constaté de loin, c'est un coup dur pour vous, mais curieusement, c'est un peu comme si vous avez les épaules larges pour supporter cette situation. Mais quand vous affrontez la tempête, il faut de la sérénité, il faut de la force et de l'assurance quand vous affrontez les tempêtes. Et souvent, quand vous êtes sur un bateau par vent tumultueux, mais si vous avez des matelots qui sont faibles, vous savez ce qu'on fait, par exemple, vous savez ce qu'on fait, le capitaine fait dans ce moment-là? Il y a une loi, une sanction dure qu'on fait. Et là, quand nous sommes par flot difficile, si certains ne veulent pas avancer, aller dans cette aventure, eh bien, tant mieux, ou je ne sais pas, tant mieux ou tant pis si d'autres choisissent une autre voie. Mais sachez une chose, c'est que il y a dans toutes les régions du pays des gens qui croient dans le parti et qui croient dans ce projet dont je dis qu'il y a un projet d'une alternance pour établir la fraternité et le vivre ensemble. Cher monsieur Atiobé, pensez-vous que ce modèle que nous proposons soit immoral ou amoral? Je vous retourne cette question. Pensez-vous que vouloir une alternance, mais de manière pacifique, sans heurts, est-ce que c'est un projet immoral ou amoral? C'est une question, moi, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Vous êtes aussi citoyen, je vous retourne cette question. Je vais permettre aux auditeurs. À moins que ceux qui nous retournent ce trait aient le sincéromètre et prétendent avoir la vérité, la science infuse. Nous sommes ensemble avec le conseiller de Gilles Christ Olympio de l'Union des forces de changement, Isaac Tchakwe. Nous allons avec lui et les auditeurs continuer cette émission sur le numéro 70 43 09 70. Nous avons d'autres questions également qui sont laissées sur notre page Facebook. Nous allons devoir vous les proposer dans un instant puisque beaucoup de nos amis de la diaspora également sont en train de vous regarder en direct sur notre page Facebook puisque nous animons le Facebook Live depuis 45 minutes maintenant. Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Komi. Komi, vous êtes en direct. Votre question. Bonjour à notre invité. Bonjour, cher ami. J'ai deux questions à vous. Je suis dans la tenue avant qu'on enregistre le numéro et le doublon. Comment cela a été possible que vous étiez et que ça se fait jusqu'à des trentaines de milliers de gens dans ce fichier? C'est la première question. L'émission, on nous a dit que vous auriez aimé aller au monastère. Je pense qu'à ce niveau, je pense qu'il y a des moines, des hommes de Dieu, des religieux. Vous allez me dire que tout ce que la lettre pastorale a dit, les évêques ont dit, ne vous dit rien absolument, et que vous êtes tenté à faire la politique politicienne, à renoncer au 20 décembre, pour qu'on puisse continuer à tuer. Il y a déjà, on a
véritablement on vous trouve au dos de ce que vous dites. Bien, merci. On a compris le sens de votre question. C'est deux questions. La première question sur les mineurs, les doublons constatés sur le fichier électoral. Eh bien, nous n'étions que dans 15 CELI. Donc, nous ne couvrions pas tout le territoire national. La loi et la répartition, notre représentativité à l'Assemblée nationale, et selon un mode de calcul, ne nous permettait que d'être présents dans 15 CELI. Donc, il arrive dans certaines CELI que nous n'avons pas notre œil partout. Il faut plutôt noter avec satisfaction que la CENI a pu remarquer ces doublons, puisque nous avons un audit du fichier qui a été réalisé par des experts électoraux étrangers mandatés par la CEDEAO. Enfin, l'enjeu, ce que ça comporte, c'est la nécessité d'établir des cartes nationales d'identité pour éviter l'inscription sur les listes électorales par témoignage. Deuxièmement, la question m'a été posée de savoir ce qu'il en est de la promesse que j'ai faite d'aller à un monastère. J'y ai répondu, c'est un engagement que je tiendrai parce que j'aspire à une vie d'études, j'aspire après une vie de labeur à une vie d'usage, et le lieu indiqué pour faire usage de sa vie, pour les gens d'études, ce sont les lieux de silence. Mais certaines choses nous engagent d'abord. Enfin, monsieur me pose la question de savoir ce qu'il en est de la lettre pastorale. Je voudrais lui rappeler que ces hommes ne sont que des hommes. Ils n'ont pour autorité, peut-être que celle autorité que leur confère le magistère que leur a donné Rome ou les pasteurs, mais ils n'ont pas plus d'autorité que moi. Moi, nul homme entre Dieu et moi. Ce ne sont que des hommes dont la parole est relative. Mais j'aurais profondément, je préfère ce mot apprécier, qu'en amont, ces hommes agissent comme des pasteurs de vrais bergers pour aller convaincre ceux qui ont le cœur endurci dans ce pays. Tous les acteurs politiques ont le cœur endurci. Mais peut-on nous reprocher, nous, Union des forces de changement, d'agir en allant discuter avec ceux qui sont au pouvoir pour qu'il y ait de la paix dans ce pays? C'est conforme à la sagesse de chez nous. Maintenant, je vais poser la question. Cela est-il immoral? À quoi cela sert-il uniquement de s'indigner quotidiennement, de dire que ça ne va pas, ça ne va pas? Et personne n'est d'accord, personne ne veut qu'on tue les gens. C'est mauvais, c'est ça qui nous indigne. Mais une fois l'indignation pensée, transformons nos indignations pour des politiques en dynamique féconde, c'est-à-dire en action concrète pour aller parler aux gens. Parce que parler aux gens, c'est le rôle de politique aussi. Cher ami, j'espère que j'ai apporté des questions, sachant bien sûr, je les ai devant bientôt que dans le débat politique au Togo, nul argument ne vaut aux yeux de ceux qui ne pensent pas comme vous. Beaucoup de pétitions de principe, c'est-à-dire qu'avant même que vous ayez dit quelque chose, on a déjà porté un jugement de valeur ou une conclusion sur ce que vous avez dit. Je vais vous inviter à être beaucoup plus bref dans votre développement. Mais en fait, quand vous évoquez la sortie des évêques et par la suite la sortie des pasteurs et puis il n'y a pas très longtemps la sortie des cadres musulmans, est-ce que vous voulez dire qu'en dehors de ces déclarations-là, et ces pasteurs, est-ce que vous constatez qu'ils ne mènent pas d'autres initiatives à part les déclarations, qu'ils ne rencontrent pas individuellement, par exemple, les acteurs, puisque vous tous, vous êtes des fidèles de ces églises. C'est une œuvre constante. C'est une œuvre constante. Moi, je m'en tiens à ce que, quand j'ai rencontré Monseigneur Jacques Paz, qui m'a dit, j'ai souvent rencontré Monseigneur Barriga, jusqu'en mai 2017. Je veux dire, c'est une œuvre constante. Les brebis s'égarent tout le temps. Si, quand vous avez la foi, quand vous demandez à Dieu la force de vous guider. Mais vous semblez dire qu'en amont, ils n'ont pas pu faire. Oui, mais parce pas fait mais le suffisamment. Oui, mais le constat est là. Le constat est là, c'est que la nation togolaise est fracturée. Le constat est là que les tensions sont récurrentes. Un autre auditeur, le deuxième, qui est en ligne. Allô, bonjour. Alors, bonjour. On vous appelle comment? Noukounou, vous êtes en direct à votre question. Bonjour à votre invité. Bonjour. Monsieur Isaac Diapé, vous savez, les députés d'Assemblée, on les appelle honorables. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que
ce serait de l'hypocrisie de votre part. Je crois que vous seriez voté par les Togolais qui vous ont entendu dire des choses et faire son contraire. C'est ma question. Merci. Bien, merci. Ma réponse. Eh bien, cher ami, on verra bien au lendemain du scrutin ce qu'il en est de la sanction des Togolais. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Vous avez votre point de vue, et je sais que d'autres personnes ne pensent pas comme vous, et que je peux reconnaître qu'il peut y avoir parfois de l'excès, de l'humeur plutôt, non pas de l'excès, je préfère dire de l'humeur dans des propos, mais l'intention, il n'y a pas de malignité, de mauvaise intention. Nous agissons pour le bien, mais on ne peut pas nous reprocher de vouloir établir de la fraternité avec les autres. Allez, à quelle discussion encore si on a une feuille de route qu'il faut respecter? C'est une question laissée par Sylvanus, qui nous écoute ou bien qui nous regarde quelque part dans le monde. Écoutez, la feuille de route a comporté 3 volets. La limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin à 2 tours, la recomposition de la Cour constitutionnelle, ça c'est le volet qui a trait aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, l'organisation d'élections législatives le 20 décembre, dont la date, je le rappelle, est une date que les chefs d'État ont dit qu'elle était impérative après plusieurs communiqués, et enfin le volet relatif aux mesures d'apaisement. Mais au cours de ce dialogue, la disposition de certains acteurs n'était pas une disposition à faire des compromis, et voilà ce qu'il en a résulté. On nous a exclus. Mais nous, dès le départ, nous avons manifesté notre engagement à contribuer à une mise en œuvre de la feuille de route. Vous souvenez là que les choses allaient avoir d'autres tournures? Que le débat soit moins vif, moins heurté, et qu'on établisse des compromis de part et d'autre, au lieu d'exclure, d'invectiver des attitudes combinatoires. Et, écoutez, quand on veut établir, on prend la politique comme un rapport de force, mais c'est le plus fort qui l'emporte. Quand un chat et une souris sont dans une pièce sans échappatoire, mais c'est le chat qui gagne toujours. Un autre auditeur, entre-temps, nous saluons l'auditeur, ou bien l'auditeur, puisqu'il nous regarde aussi. Togolais, Togovi, Togo, en fait, il nous suit depuis le Japon. Il a les salutations depuis Lomé. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Papa Alpha. C'est Papa Alpha. Papa Alpha. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Cheké. Bonjour, cher monsieur. D'abord, je suis étonné de voir que vous êtes toujours en train de parler politique. Alors que vous avez essayé de faire la politique, vous avez la demande de sortir de la commune. Je ne sais pas comment vous dire. Secondo, c'est ça qui vient d'avoir du coup. C'est une indécence. Dans la parole. Oui, c'était l'indécence, est-ce que vous l'avez dit? Oui. Les enfants, ils aiment son pas besoin. Et on va de s'exprimer, c'est comme 1100 milliards d'euros. C'est pas bien. J'aurais aimé qu'il réalise un peu dans ce propos et de voir la réalité en face. Et quelqu'un se dit qu'ils sont exclus. Je pense que c'est bien simple que c'est exclu. Je pense qu'il faut revoir cette question. Bien, merci, cher ami, Papa Alpha. En fait, il a constaté en fait, que vous êtes indécent dans vos propos. Mais je pense que le mot indécent est mal utilisé. L'indécence, c'est ce qui a trait à ce qui ne convient pas, à ce qui est mal. Bon, je pense qu'il l'attribue. Je crois qu'il n'a pas bien compris le sens du mot décence. Donc, je préfère dire plutôt, si je m'en tiens, je le dis, parce que si je m'en tiens aux propos. Bien, vous l'avez dit, vous êtes excessif. Je préfère parler d'humeur. Oui, et ça me permet, avec les retours que j'ai avec vous, l'humeur que j'ai, c'est parce que je ne donne pas comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous parler. Pourquoi des mêmes familles, des frères, des fils et des pays, nous tournons en rond depuis 50 ans. Pourquoi on nous reproche, nous, de faire le mouvement pour aller convaincre les autres qu'il faut changer. Et c'est ce débat sans tête ni queue, à tel point que nous sommes devenus un pays atypique. Mais pas les populations, mais la classe politique. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas de classe politique. C'est atypique. Nous sommes atypiques. Quand vous évoquez que vous êtes en mission pour convaincre les autres, sans doute que vous voulez parler du parti au pouvoir, quels sont les résultats de vos démarches?
puisque là, ça fait quand même bientôt 10 ans que vous êtes engagé dans cette dynamique de convaincre peut-être le pouvoir en place à inscrire ou à passer à l'alternance. Quels sont les résultats? Je vous rappelle qu'au lendemain, en 2011, nous avions obtenu, avec le Rassemblement du peuple togolais, de faire voter la limitation du mandat à 2 et le mode de scrutin à 2. La réunion du comité de suivi de cet accord, en sa séance d'août 2011 à laquelle j'ai participé, a acté ces 2 modifications constitutionnelles. Nous avions la majorité à l'époque qualifiée pour faire cette réforme. Mais à l'Assemblée, beaucoup de débats ont été, beaucoup de freins, des pesanteurs, comme d'habitude au Togo, ont dit que ce ne sont pas 2 partis dirigés par des fils d'anciens de présidents qui peuvent connaître de cette question d'intérêt national. Et un parti politique, notamment, a insisté pour que cette discussion ait lieu dans un cadre qui avait été prévu par l'APG. C'est ainsi qu'on a déporté le débat vers le CBDC. Et après, le CPDC, ça a traîné jusqu'aux élections législatives. Nous ne sommes pas responsables. Au contraire, nous voulions qu'il y ait un large consensus dans cette affaire. Nous avons réussi quand même à obtenir avec le parti au pouvoir aujourd'hui qu'il y ait une alternance et que l'alternance est une nécessité. Ce qui pose problème dans le fond, c'est la question, c'est la personnalisation du débat. Tout est cristallisé autour de la question de la représentation ou pas à un scrutin présidentiel du chef de l'État actuel. C'est ça. Sinon, le parti au pouvoir est disposé à l'alternance. Mais le débat se cristallise parce qu'on veut empêcher un homme. Nous disons, obtenons d'abord ce qui est à portée de main, les modifications constitutionnelles, et ensuite, envisageons, ouvrons un autre chantier de discussion. Bien, merci. Vous nous écoutez sur Pyramide FM 105.5. Notre invité du jour, c'est Isaac Tiakwe de l'Union des forces de changement. Nous avons d'autres questions laissées par les amis sur notre page Facebook. Kossi Kokou Benoît, il dit pourquoi sans réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale, sans l'inclusivité à la CENI, vous allez tout de même à cette élection? Écoutez, nous allons parce que la CEDEAO, qui est garante du processus électoral, la facilitation jusqu'à présent, nous avons manifesté notre attachement à contribuer à la mise en œuvre de cette facilitation, des mesures adoptées par la facilitation. Donc, nous sommes cohérents avec cette position de départ. Mais certains, je vous le rappelle, ont dit qu'on ne peut pas les forcer. Le problème de l'inclusivité est relatif à ceci que certains disent qu'on ne va pas les forcer à aller boire l'eau à la rivière. Mais c'est ainsi. Si vous avez, par exemple, parce que l'exemple que cette personne a donné, c'est un exemple connu, celui de l'âne de Buridan, qui ne veut pas aller boire l'eau à la rivière et qui ne veut pas non plus manger dans le seau d'avoine. Il meurt de faim et de soif. Vous ne pouvez pas forcer les gens. Ils ne veulent pas aller aux élections, mais on ne va pas les forcer. Le boycott ou le refus d'aller à des élections n'est pas encore puni par la loi togolaise. Il appartiendra alors au chef d'État de la CEDEAO de dire ce qu'il pense du processus électoral. Nous sommes cohérents avec notre position. Junior Gan, il nous suit depuis le Brésil, en fait. Hein, c'est ce qu'il a écrit. Il a une question. En quoi compte l'UFC pour ravir plus de place au Parlement à cette élection législative? En fait, c'est une question que je vous ai posée entre-temps, puisque votre ambition, c'est de devenir majoritaire. C'est le travail sur le terrain, l'explication, et après, on verra ce que la sanction des urnes sera. Au téléphone, allô? Allô, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je salue l'invité. Vous avez un poste récepteur à côté, vous voudrez bien diminuer? Je vais m'éloigner un peu. Oui, vous l'éloignez un peu. Ça va? On vous appelle comment? Je m'appelle Jean. Oui, Jean, allez-y. Oui, c'est de poser une question à l'honorable. Mais en fait, il n'est pas encore honorable puisqu'il n'est même pas candidat à cette élection. Il est juste conseil. Il est juste... À monsieur le conseil. Oui. Depuis qu'ils avaient signé l'accord avec l'UFC, ça prouve qu'ils sont déjà auprès de l'UNI. Quels en sont
les œuvres réalisées. Pour nous dire aujourd'hui là, nous saurons que quand la C14 se rapprochera de l'UNI, aujourd'hui, demain, il y aura forcément un changement. Je vous remercie. Bien, merci. En fait, c'était également une question que nous avions posée sous une autre forme il n'y a pas très longtemps. Les résultats, en fait, puisque beaucoup de Togolais estiment qu'il ne va rien avec l'Union des forces de changement. Oui, parce que les attentes des populations sont nombreuses. Les populations veulent voir d'autres visages gérer le pays. Les populations veulent voir la satisfaction de leurs besoins. Dans tous les pays du monde, vous voyez ce qui se passe en France. Bon, on va me dire comparaison n'est pas raison, mais les attentes des populations dans tous les pays du monde sont grandes. Les besoins dans notre pays sont immenses. Vous enlevez le pouvoir actuel, mais est-ce que l'eau, est-ce que le miel et l'or couleront, seront en abondance et à provision sur la terre du pays? Non. Ce qui importe, c'est l'esprit généré par cet accord. C'est de faire baisser une tension entre des adversaires qui étaient des ennemis. C'est un accord, un résultat concret. Nous avons réussi à obtenir avec le Rassemblement du peuple togolais en août 2011 de faire inscrire dans la loi, dans la Constitution, la limitation du mandat à 2. Et j'ai rappelé l'épisode qui a fait que ce projet n'est pas abouti. Un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Yoshua de Kizangera. Yoshua. Kizangera. Oui, Yoshua, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ok, allez-y. Vous avez posé une question à M. Francisco à notre passé sur votre antenne. Oui. Et je vais encore poser la même question à notre invité de ce jour. Ça concerne le fait que nous autres qui n'avons pas boycotté l'élection et qui n'ont pas boycotté le changement électoral. Moi, j'ai aujourd'hui une 20 amis ici, à ma connaissance, qui n'est pas encore le cas d'identité. Ce n'est pas qu'ils ont boycotté. C'est parce que ce régime a refusé de nous livrer, de nous faire des cas d'électeurs. On était parti, généralement, on nous dit que les fiches, on va écrire nos noms, sont déjà finis. Et ils ont ramassé leurs effets et ils sont partis. Alors que vous êtes des démocrates, au même moment, nos citoyens sont en train de demander le report. Et vous voulez aller. Moi, je veux beaucoup c'est bien pour c'est pas. Comment il a fait pour voter ce pardon? Donnez-nous une expression sur ça. Moi, je n'ai pas encore eu ma carte d'électeur. Comment il a fait pour voter? Bien, merci Yoshua. C'est la deuxième fois que vous vous posez les mêmes inquiétudes. On va voir la position de... Mais je rappelle que plus de 3 millions de personnes se sont inscrites sur un corps électoral, sur une population de 7 millions environ, et c'est conforme aux standards internationaux. Mais 3 millions de personnes qui ont manifesté leur volonté d'exprimer leur opinion. Dans tout pays, vous avez des opinions divergentes. Des gens ne sont pas d'accord avec la gouvernance du pays. C'est leur droit, mais qu'on laisse aussi le droit à d'autres d'exprimer leur manière de vouloir le changement. Alors, la question de l'auditeur, en réalité... Et sur les cartes, oui, sur l'inscription, vous savez que certains partis politiques ont appelé au boycott du recensement. Il y a eu une reprise, ils ont aussi appelé au boycott du recensement. Beaucoup de gens n'ont pas pu se faire inscrire. La question précise de l'auditeur, Joshua, puisque cette question a été posée il y a 8 jours, ça le concerne lui. Il était au recensement. Mais malheureusement, il n'a pas une carte pour aller voter. C'est ça sa question. Carte d'identité? Sa carte d'électeur. Il était pour se faire recenser. Oui. Et on ne lui a pas délivré, on l'a refusé de lui délivrer. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ce cas, il n'a qu'à le porter à la justice. Il porte à la justice et il peut obtenir son inscription sur la fiche électorale. Le code électoral le prévoit. Bien. Un autre auditeur. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous êtes en direct. Votre question? Bonjour l'invité. Bonjour, monsieur. Moi, je pense que je conseille au gouvernement UFC d'arrêter ce processus. Parce que ce processus est déjà sué de sang. Les Togolais sont tués et vous voulez aller aux élections. Donc il faut faire bas la terre. Et maintenant,
que la manifestation est interdite par le gouvernement CFC uni. C'est pour ça qu'on doit mener et empêcher les gens jusqu'à tuer encore les Togolais. Bien, merci pour votre conseil. Il va réagir par rapport à ce conseil-là. Beaucoup de colère. Eh bien, la CEDEAO est garante de l'organisation et de la transparence et de l'équité de ce projet. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est celui de l'inclusivité. Mais je rappelle que ceux qui aujourd'hui refusent de participer à ce scrutin, eux-mêmes, dès le départ, ont voulu exclure des gens. Mais nous, dès le départ, nous avons manifesté, nous sommes conformes à nos engagements de départ, qui sont de participer à ce scrutin tant que la CEDEAO n'aura pas dit le contraire, c'est-à-dire que ce scrutin ne se déroule pas conformément ou selon des standards et normes internationales qui en garantissent la transparence et l'équité. Le problème de l'inclusivité se pose, oui, mais ce n'est pas parce que certains ont fait ce choix que d'autres, par cohérence, font des choix différents, ne doivent pas participer. C'est la démocratie qui est en jeu. Un autre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, on vous appelle comment? Monsieur Eric. Eric. Oui. Eric, vous êtes en direct. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Isaac Chiapé. Bonjour, cher monsieur. Comment allez-vous? Très bien. On voit que la honte ne fait pas partie de votre vocabulaire. Non, mais en fait, pourquoi ce type de langage? En fait, oui. Non, en fait, je voudrais quand même la façon dont il a commencé là. Non, je préfère qu'on le laisse. Je veux dire, c'est aussi tant que je ne le prends pas mal, au contraire, ça me fait sourire. Ok. Vous savez, parce que ça me fait penser à ce que me dit, ça me fait penser à ce que me conseillait mon grand-père. Je vais lui opposer feu. Et avec tes clients, là, des voir matin, là, les zoomer. Mais puisque, par exemple, sur la page Facebook ici, je constate quand même que beaucoup de gens, et ce mot qui revient tout le temps, la honte. L'auditeur, est-ce qu'il est là? Allô? Allô, je suis là. Oui, allez-y. Alors, les auditeurs appellent pour demander à M. Isaac Chapé de faire en sorte, puisque ils sont ensemble avec le Parti UNIR qui gouverne le pays, de faire en sorte pour que le processus électoral soit arrêté. Il nous répond en nous disant que la CEDEAO est garante. Mais vous êtes sur le terrain. Vous avez plus d'informations même que la CEDEAO. Vous appréciez mieux que la CEDEAO. C'est à vous d'informer la CEDEAO et de la mener à prendre des résolutions, à arrêter ce processus. Vous voulez que les Togolais meurent, qu'il y ait de la violence, et dire après que vous êtes un parti politique qui aime son pays. Éric, on a compris quand même le fond de votre pensée. Notre invité va réagir. En deux mots, parce qu'il y a trop d'excès de colère pour que je consacre le peu de temps à répondre à ce propos. Écoutez, contrairement à ce que monsieur pense, la CEDEAO a des observateurs dans le pays, et ces observateurs constatent, établissent des rapports réguliers, journaliers, de ce qui se passe dans le pays. Hein. Et puis, bon, vous savez, cette manière de dire la honte et tout ça, non, ça dépend, ça dépend de où chacun place son amour propre et son orgueil. C'est-à-dire que, vous savez, hein, les insultes, parce que c'est une manière de faire de la politique qui est coutumière. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que une fois qu'on vous insulte, c'est pour ça que je parlais de flétrissure, on va vous insulter, Vous savez, depuis les années 50, on utilise les gens, les femmes du marché, on fabrique des chansons sur vous, on insulte votre ascendance, non, donc, je suis un peu comme la peau du crocodile. Vous voulez dire que vous êtes vacciné? Mais plus que vacciné, vous voyez ça. Mais est-ce que vous comprenez quand même ces écarts en réalité? Non, mais je vous le dis, c'est pour ça que je dis, la colère, la frustration, la haine appartiennent à la nature de l'homme, comme le chaud et le froid appartiennent à la nature de l'air.
Je sais très très... Et je vous dis, je ne m'en étonne point, je vous l'ai dit dès le départ. Est-ce que quelque part aussi, ces injures, ces colères, est-ce qu'ils n'ont pas de fondement? Mais je vous le dis, c'est pour ça qu'il faut transformer les indignations en dynamique politique féconde qui sont de faire en sorte pour que le changement se fasse dans la paix. Vous savez, la différence entre le vrai politique, celui qui est animé d'un charisme de conviction, c'est que lui ne cède pas sur ce qu'il tient pour juste. Le nombre n'a pas toujours raison pour ce qui compte. Les gens sont impatients, les gens ont envie de voir du changement. Et c'est légitime, c'est naturel. Je leur concède. C'est justement parce que je sais que je comprends monsieur Eric, je comprends toutes ces invectives, je dis c'est naturel, mais je ne dis pas qu'elles sont raisonnables. Il y a une question posée par un auditeur qui vit à Paris, Thomas Combé. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a 3 millions d'inscrits ou juste qu'on a gonflé la liste? S'il m'en apporte la preuve, je dirais tant mieux. Oui, c'est ce que je dis, nous procédons toujours par pétition de principe. Eh ben, nous avons des audits, nous avons déjà tous les partis politiques. Voilà tout le problème que nous avons dans le pays. Tous les partis politiques n'ont même pas des gens pour être dans tous les bureaux de vote et dans toutes les cellules. Le combat, c'est un jeu pot de terre contre pot de fer. Faisons un peu usage de créativité pour amener à changer les choses. En quoi cela est-il fécond d'insulter tout le temps, d'invectiver, de critiquer? Oui, les gens se réveillent le matin, ils ont le cœur gros de colère, de haine et de trucs. Mais en quoi cela fait changer le schmilblick? En quoi cela fait bouger la chose? Les gens qu'on critique, qu'on insulte, mais le matin, ils dorment, ils sont tranquilles. Mais vous n'avez pas fait bouger les choses d'un iota. Sur la question des 3 millions recensés par la CENI, il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est la réalité. Votre représentant à la CENI, est-ce qu'il a finalement quitté la CENI? Puisqu'on dit que ceux qui devaient normalement quitter la CENI, notamment les représentants du NET, du MPDD... Il n'est plus à la CENI, nous avons cédé la place. Vous avez cédé la place? Bien sûr, nous avons cédé la place à la CENI. Nous avons cédé la place à la CENI. Nous l'avons dit dès le lendemain, nous l'avons dit dans une conférence de presse, qu'à la demande du président Nana Addo, qui s'est entretenu avec M. Olympio, qui lui a demandé que nous quittions la CENI pour donner une chance au processus électoral, parce que les chefs d'État considéraient que le processus électoral devait se tenir de façon impérative le 20 décembre. C'est pour ça que je m'en réfère au président de la CEDEAO. Si les gens ne sont pas contents, mais qu'il faille une démarche vers le président Nana Addo, le président en exercice de la CEDEAO. Il y a une question d'un auditeur qui nous regarde quelque part dans le monde également, que Devi Anselme Yacoubi, quel était le délai maximum fixé par l'Union des forces de changement et le RPT à la signature de l'accord pour la mise en œuvre définitive des réformes? Les gens vont dire que c'est 6 mois que nous avions dit. Oui, c'est possible, mais vous savez, il y a des pesanteurs. Le temps de la politique, le temps parfois n'est pas toujours... nous n'avons pas toujours une maîtrise totale du temps. Et donc, nous l'avions dit en 6 mois, mais il y a eu beaucoup de pesanteurs que j'ai évoqués ici, des réticences, des oppositions, qui ont fait que cette chose n'a pas pu se réaliser. On est passé de dialogue en dialogue, de CPDC en CPDC rénové, et puis de crise en crise, et nous en sommes au même point. Un autre auditeur, Lignado. Allô, en fait, l'auditeur, est-ce qu'on l'a? On l'a pas. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? En réalité, vous avez dit... Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, moi, je vous écoute. Allô? Sur la question des réformes, vous savez très bien que des tentatives sont toujours en cours au niveau du Parlement. Il y a en circulation le test de l'expert de la CEDEAO et puis il y a aussi les propositions du gouvernement. Entre les deux, je ne sais pas si vous avez un choix à faire. C'est simple, je veux bien recadrer les débats. La conférence des chefs d'État a fixé des repères pour le volet constitution, réforme institutionnelle et constitutionnelle. Il s'agissait essentiellement, je dis bien essentiellement,
ou alors en substance, de limiter la durée du mandat présidentiel à 2. Il s'agissait aussi, sans en définir les modalités, il s'agissait aussi d'organiser le scrutin présidentiel à 2 tours et aussi de recomposer, de proposer une recomposition de la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, la commission de la CEDEAO s'est attachée les services d'un expert pour faire des propositions aux parties togolaises. Je rappelle qu'à la page 7 du rapport paraphé par l'expert lui-même, il dit notamment ceci. Il s'agit de propositions qui pourront être adaptées en fonction des réactions des uns et des autres. L'expert reconnaît que son expertise est relative. Aussi expert soit-il, sa science, il ne peut pas nous l'infuser de la sorte, puisqu'il s'agit de notre vivre ensemble. Il s'agit de l'architecture constitutionnelle qui organise notre vie politique. Ça suppose des compromis de part et d'autre. Or, on s'est attaché sur ce volet aussi à être à distance, à ne pas vouloir discuter au Parlement. Au final, la partie au pouvoir a proposé un test dont je dois dire que peu ou prou, il n'est pas différent de celui de l'expert, puisqu'il établit, il prévoit la limitation, la durée et la limitation du mandat à 2, et il évoque aussi que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Je rappelle un principe du droit, qui est que la loi dispose toujours pour l'avenir. De toute façon, si la chose arrivait, la Cour constitutionnelle, dans sa recomposition, nous dira ce qui est le droit. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est la disposition à faire des compromis. On veut cristalliser les choses autour de la question d'un homme dont je dois dire que même s'il quittait le pouvoir, est-ce que son départ du pouvoir nous garantit l'alternance? Non. Un dernier auditeur peut-être, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Maglo. Comment vous allez? Ça va? Mon cher ami, monsieur Maglo. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. J'espère que vos flèches ne sont pas très acérées aujourd'hui. Non, je vais vous lancer une toute petite flèche. Ah, mais C'est très petit. non. Est-ce que le poison est très fort? Non, c'est pas du tout violent. Bon, Vous allez-y alors. avez promis la dernière fois d'être modéré sur le conseil de M. Gilles Christ. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Oui, je vois que les habitudes sont dures. Entre vous et Gilles Christ, qui conseille qui finalement? Voilà ma question. Là, vous voyez, non, c'est vrai. Bon, je fais un petit mea culpa, M. Baclo. Et je l'ai dit, je cède parfois des humeurs. J'apprends. Excusez-moi, mais j'apprends. J'apprends mais bon, parfois, il y a trop de choses qui... Je ne comprends pas. Un apprenti conseiller? Non, je dis j'apprends à travers ce cheminement dans la vie politique togolaise qui est... où parfois je ne comprends pas pourquoi tant de crispation, tant d'opposition, tant de haine. C'est quelque chose que je ne comprends pas, alors que pourquoi quand on veut aller parler avec les autres, je ne comprends pas. Et j'avoue parfois une sorte d'impuissance, mais vite repris par la force des convictions, que nous devons nécessairement aller vers un point d'équilibre. Je cède à des humeurs, oui, mais je suis aussi un humain. Une question de Ben Boritoski. En fait, il nous écrit sur notre page Facebook. Et selon vous, avec cette élection, est-ce que vous croyez que le régime acceptera de faire des réformes comme il se doit? Écoutez, il y aura sanction de la CEDEAO si les réformes ne sont pas faites. Il y aura sanction? Oui, il y aura sanction de la CEDEAO si les réformes ne sont pas faites. C'est nouveau là, en fait, puisque depuis le début de cette émission, c'est peut-être une nouveauté, ce que vous venez de dire. C'est une conjecture, puisque les chefs d'État, dans la feuille de route, la limitation, les réformes, ce n'est pas à la carte. C'est quelque chose une décision de la conférence des chefs d'État. Et je sais que le chef de l'État togolais a
a pris des engagements de faire en sorte que ces réformes se fassent. Le problème n'est pas de faire des réformes. Vous-même, vous le savez très bien, M. Atiobwe. Le problème, en fait, dans cette question des réformes, c'est la question du statut du chef de l'État actuel. C'est tout. Mais quelle est votre position, vous, personnellement, sur cette question-là? Mais nous ne personnalisons pas le débat. Non, mais en fait, je veux avoir votre position. Ce n'est pas notre problème. Nous, ce que nous voulons simplement, c'est de faire en sorte qu'on ait un scrutin transparent qui s'organise. C'est de faire en sorte que la limitation du mandat soit véritablement inscrite dans le marbre togolais. Après, nous pourrons ouvrir d'autres chantiers sur le statut du chef de l'État ou autre. Cueillons d'abord ce qui est à portée de notre main. Nous avions évoqué en début de cette émission l'escalade avec les violences qui ont eu lieu hier. Et le gouvernement du Togo, vous savez, a réagi à cette escalade que tout le monde condamne bien sûr. Mais il y a quand même un point qui revient. Le jeune qui a été tué aurait été fauché par des tirs venant d'un véhicule 4x4. Des recherches seraient en cours pour retrouver le véhicule et ses occupants. Ce type de position venant du gouvernement togolais, est-ce qu'il n'est pas récurrent finalement? Nous sommes dans une situation de polarisation et c'est regrettable si il faut que tous les acteurs politiques appellent à la retenue de leurs partisans, de leurs militants et que dans un État, même si c'est une démocratie en construction, nos propos nous rattrapent. Les propos inflammatoires, je vous dis en début de semaine, qu'on a entendus sur les ondes d'une radio internationale ou même sur certains médias, sont de nature à pousser des compatriotes dans des démarches aventureuses. Mais il est regrettable qu'un enfant de 12 ans trouve la mort pour des histoires politiques. Alors, je me demande parfois, est-ce qu'on n'a pas fait un choix du pire pour qu'il y ait du sang qui coule dans le pays et que ça profite à certaines chapelles? Non, ma question porte sur la réaction du gouvernement. En fait, ce n'est pas la première fois que de telles actions, bien de tels incidents arrivent au Togo. Les enquêtes qui sont ouvertes, les recherches qui sont lancées, en réalité, très souvent finissent dans le vide. Alors, il faut interpeller. Qu'est-ce que vous voulez là? Je pense qu'il y a un engagement qui est pris et attendons de voir. Les acteurs de la société civile seront dans leur rôle pour appeler au gouvernement qui n'a pas tenu ses engagements. Vous aussi, en tant qu'acteur journaliste, vous serez là pour appeler au gouvernement que des promesses, des engagements ne sont pas tenus. Vous êtes dans votre rôle de veille et qu'un gouvernement, par principe, dit la chose, mais on verra bien si d'ici quelques mois, si la vérité sera faite sur cette affaire ou pas. Je pose la question puisque ce n'est pas la première fois que de telles situations... Est-ce que quelque part, je la déplore. Le fait que ces prises d'opposition finissent dans le vide, est-ce que quelque part, est-ce que ça n'encourage pas les récidives? Non, vous savez bien qu'il y a des sanctions qui sont prises et que des cas où des policiers ont fait un usage excessif et disproportionné de la force, notamment à Mango, où je crois que c'est à Dampan où le petit a été tué, le ministre tout de suite a réagi et a pris des sanctions. Donc il y a des cas où, quand le gouvernement a pris des sanctions tout de suite, a pris des mesures. Donc ce n'est pas systématique. Deux questions encore des auditeurs. Non, mais en fait, des auditeurs qui sont en ligne et qui vous regardent dans le monde. Jeff Gogona, lui, il vous regarde depuis les États-Unis. Et je voulais savoir si, en fait, sa question porte en réalité sur la situation économique. Quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour faire revenir l'embellie autour de l'économie du Togo? En réalité, c'est le sens de sa question. Déjà, il faut un climat politique apaisé. Avoir une fiscalité attractive. Avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc, cela suppose de la formation. Et quand vous avez un climat, un environnement politique apaisé, et vous avez une fiscalité attrayante, et vous avez des incitations, vous avez de la main-d'œuvre, vous avez des gens bien formés, les gens ont tendance à venir investir pour vous. Voilà les trois facteurs qui peuvent permettre une embellie et qui peuvent permettre que des gens viennent investir de l'argent chez vous. Il y a Ben Bouritoski qui reprend une question. Oui, c'est vrai que quand M. Olympio a fait des déclarations et qui dit que le président actuel ne doit pas se représenter en 2020, pourquoi vous dites que ce n'est pas ce que vous pensez? En fait, non, je n'ai pas dit cela. Je dis, nous avons exprimé une opinion dont je dis qu'elle est relative. Comme j'ai dit que l'opinion des prêtres ou des pasteurs était relative.
c'est une opinion d'un parti politique, ce n'est pas la vérité absolue. Il n'y a pas de vérité en matière politique, sinon c'est de l'intolérance. Quand on identifie l'opinion politique à la vérité au biais, c'est de l'intolérance. Après, vous avez bien vu que la CEDEAO nous a proposé une feuille de route et qu'elle n'évoque pas le départ du chef de l'État. Donc ça devient un cadre de travail pour tout le monde. Je parlais tantôt d'escalade en ce qui concerne la tension politique. Comment faire retomber la tension au pays? C'est de se parler. C'est ce que certains font, c'est d'inviter les chefs d'État, c'est d'accepter d'aller vers l'autre. C'est la disposition. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont refusé d'aller à des élections parce qu'ils estiment que les conditions ne sont pas réunies. Voyons ce que les chefs d'État vont dire. Nous ne sommes pas en mesure de dire que ce scrutin doit s'arrêter parce que nous sommes cohérents. Nous avons manifesté notre volonté de participer à ce scrutin tant que les chefs d'État ne se prononceront pas contre. Et nous espérons que les chefs d'État de la CEDEAO sont attentifs à ce qui se passe et qu'ils se prononceront. Depuis hier, beaucoup de Togolais ont sorti des placards la fameuse phrase ou le fameux slogan « Plus jamais ça ». Cela a été prononcé par le chef de l'État du Togo à Tapamé quelques années après 2005. Et dans la situation actuelle, que peut faire le chef de l'État? Écoutez, c'est plutôt que tous les acteurs politiques parlent à leurs militants et les invitent à de la retenue et leur rappellent que s'il y a des différends, ils doivent se régler dans un cadre légal, dans un cadre de discussion. Mais comme nous avons tous marqué notre accord à la facilitation, mais qu'ils s'en réfèrent à la facilitation et qu'ils fassent appel à la facilitation de la CEDEAO pour se prononcer. Et du reste, M. Boisbouvier a demandé la fois dernière à Mme Adiamagbo si elle attendait une intervention de dernière mesure, parce que pour l'instant, la CEDEAO ne nous dit pas qu'elle est contre. Elle est contre. Elle a même fait un communiqué appelant à de la retenue. Que les gens appellent les militants à la retenue, à la patience, ou on s'en remet, on considère que l'arbitrage de la CEDEAO a valeur d'engagement, ou on refuse, on le dit clairement. C'est sur ce mot que nous allons nous séparer pour ce qui concerne le rendez-vous dominical de ce dimanche sur Pyramide FM. Le D12 s'achève ainsi. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Isaac Tchakwe, notre invité du jour, est conseiller du président de l'UFC, Gilles-Christ Olympio. Vincent Salas-Boga, coup de yeux. Merci d'être resté à la technique. Je suis Pierre Watiobé. Que Dieu veille sur le tout. Au revoir.